Alors, je vais reprendre. Est-ce que vous voyez un peu le slide? Oui, monsieur. Est-ce que vous voyez le slide, s'il vous plaît? Vous le voyez? Oui, Allô? professeur. Alors, votre camarade m'a demandé donc de revoir un peu donc ce point. J'étais en train de dire que la grammaire traditionnelle se limitait à définir une norme, à prescrire les formes dites correctes à utiliser et les formes incorrectes donc à bannir, d'accord? Et nous parle d'un bon usage sans aucune explication, d'accord? Alors, pour dépasser donc ces limites très réductrices, qui en plus donc se limitaient dans le cadre de cette grammaire dite traditionnelle à l'étude de l'écrit, la linguistique, elle, adopte donc un cheminement descriptif qui consiste à observer et à mettre sous le microscope donc de l'analyse du linguiste toutes les langues, toutes les époques de l'histoire de la langue, bien entendu, toutes les formes d'expression, aussi bien écrites qu'orales. À partir de là, donc, de Saussure, le chef de file de cette linguistique dite moderne, donc, va essayer donc d'élaborer un point de vue sur l'objet. D'accord? À force donc de voir ses productions langagières, de l'oral, de l'écrit, toutes les manifestations langagières, il va quand même se donner un point de vue sur l'objet. Un appareil conceptuel et théorique, d'accord? Et mis au point des méthodes propres à l'analyse, d'accord? Au lieu de se limiter donc à collecter sans expliquer. Là, on est dans une démarche scientifique avec des Saussure, et là, on est dans une démarche un peu normative, d'accord? Qui est très réductrice. Alors, en tant que science, donc eu égard à ce que nous avons déjà échangé tout à l'heure, en tant que science, la linguistique répond d'un savoir organisé, structuré, faisant pour l'esprit, correspondant à l'observation des faits et conduisant à des déductions ou des enseignements tirés des dites observations. Donc, ensemble de données hétérogènes, par opposition à un ensemble de données hétérogènes imposant aux linguistes de se définir un objet sur la base d'un principe théorique d'unification. L'objet n'est pas donné au départ, ne se livre pas à l'observateur naïf ou néophyte, mais défini au terme d'une réflexion théorique. Et voilà ce que dit de sur lui-même, c'est le point de vue qui crée l'objet. N'est pas là, donc, décelable tout de suite. D'accord? Il faut l'observer et donc il faut l'approcher de manière scientifique. Cet objet, c'est la langue. De Saussure donc, a pu mettre au point l'objet. Monsieur?
Désolé, on a été déconnecté. Allô? 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 Est-ce que vous recevez? Oui, Oui, monsieur. oui, monsieur. On a été Oui, déconnecté monsieur. depuis longtemps? Est-ce qu'on a été déconnecté depuis longtemps? Non? Depuis presque 4 minutes. 4 minutes. D'accord. Je vais revenir donc à la présentation. Alors, j'étais en train de... Est-ce qu'on s'est arrêté à ce slide, n'est-ce pas? Allô? Répondez-moi, s'il vous plaît. Non, un peu avant, monsieur. Un peu avant. Où est-ce qu'on était? Ici? Non, monsieur. Monsieur, la citation, c'est le point de vue qui crée l'objet. Voilà, c'est ça. L'objet de- Donc, c'est bon. Donc, on n'a pas raté grand-chose. Alors, ici, simplement, nous avons dit que la vision de De Saussure du langage est profondément dualiste. Et donc, là, le langage, ici, à travers, donc, c'est-à-dire, donc, le langage, c'est quelque chose donc, de supérieur à la langue, parce qu'on va trouver la langue, c'est-à-dire, on va trouver la langue doublement articulée, mais on va trouver aussi, c'est-à-dire avec le signe linguistique, et on va trouver aussi tout ce qui relève donc de la sémiotique. Là, c'est un tableau comparatif entre la langue et la parole. Nous avons dit que la langue est quelque chose donc de social. C'est un fait social, d'accord? Par opposition à la parole qui est un fait individuel. Et je vous ai dit que la langue, il n'y a pas de société sans langue, ni de langue sans société donc qui parle, d'accord? Et c'est grâce à, c'est-à-dire quand on est dans un foyer familial, donc la cellule familiale est considérée comme le premier médiateur entre l'individu une fois arrivé au monde et le reste de la société. Et donc, l'individu passe par un ensemble donc, d'étapes de socialisation, si je me permets de dire ainsi. D'abord, au niveau de la cellule familiale, grâce à ça, ou ces langues premières, pour ne pas dire maternelles, d'accord? C'est grâce à là ou aux langues maternelles, donc, qu'il apprend à devenir un être social. D'accord? Donc la langue, c'est quelque chose donc d'essentiel. Par contre, la parole est de prévisible. Par contre, la parole est imprévisible et de ce fait est accidentelle. Est-ce que vous me suivez? Allô? Oui, Allô? monsieur. Oui, monsieur. Alors, la langue est virtuelle, ou bien le langage est virtuel. C'est-à-dire, je fais allusion à la langue. La langue est virtuelle, en ce sens que la langue, comme je vous ai dit donc, tout à l'heure, la langue, c'est-à-dire pour la ramener à une définition assez simple, mais loin d'être simpliste, la langue peut être considérée comme un ensemble, renvoie à un ensemble de phonèmes, entre parenthèses son, on va vous expliquer la différence entre phonème et son, un ensemble de phonèmes en nombre fini, d'accord, mais qui varie selon les langues. Et donc cet ensemble de phonèmes ou de sons est régi par un système de règles qui vont permettre la communication au sein d'une communauté humaine donnée et relativement à une dimension spatio-temporelle donnée. Alors, jusqu'ici, la langue n'est que virtuelle. Elle n'a aucune existence. Elle ne peut devenir réelle, une réalité, qu'à travers une actualisation, donc par un individu, c'est-à-dire à travers une parole. Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. Allô? Oui, oui, Alors, professeur. Oui, monsieur, oui. la langue suit un code universel, d'accord? Mais la parole renvoie à des codes particuliers. Ce sont des idiolectes. Vous allez voir ici dans ce mot, donc deux parties, lect. Lect renvoie à langue en usage. C'est la langue en usage. Et c'est normal, nous sommes au niveau de la parole. Vous avez entendu parler de sociolecte, idiolecte, technolecte, Dialecte. etc. D'accord? Donc, lecte, c'est la langue en usage. Et là, en usage au niveau d'un individu. Et donc, sociolecte, dialecte aussi, etc.
Donc, il y a plusieurs mots construits avec l'ect. Alors, c'est un système, la langue est un système établi relativement stable, mais la parole est un système en évolution. D'accord? Si nous arrivons, vous et moi, à nous entendre aujourd'hui, et qui n'ont ici et maintenant, parmi où il y a des gens pères, quoique nous appartenions au même pays, bien entendu, il y a quelque chose de fédérateur entre nous, mais nous n'avons pas reçu la même éducation, nous n'avons pas les mêmes expériences, et pourrait, dès le premier contact. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de supérieur à nous, en tant qu'individu, et qui, au niveau de la société, au niveau de la sphère supérieure qu'est la société, et qui fait que nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Et ce niveau-là, c'est la langue. D'accord? Nous partageons de manière plus ou moins implicite des normes sociales, langagières, d'accord? Mais chacun de nous, connaît quelque chose que l'autre, c'est-à-dire a quelque chose que l'autre n'a pas, d'accord? Mais tout en étant différents, nous arrivons donc à nous, c'est-à-dire à nous entendre, à communiquer, parce que nous partageons quelque chose donc nous n'avons pas tous, c'est-à-dire nous ne détenons pas tous la même batterie lexicale, le même vocabulaire, mais il y a quelque chose donc de fédérateur entre nous. Ça, c'est la langue. C'est un système établi qui est relativement stable. Mais une fois, donc dans la bouche de l'individu, si nous mettons donc au niveau donc s'il s'agit de l'oral, ou c'est-à-dire aussi bien au niveau de l'écrit qu'au niveau de l'oral, au niveau d'un individu, donc il y a quelque chose, c'est-à-dire la langue va laisser place un peu à la, c'est-à-dire à l'innovation, à l'imagination, et puis aussi à une certaine liberté dont dispose donc l'individu. C'est un peu cette relation dialectique entre le domaine public et le domaine privé. Dans le domaine public, nous sommes appelés à observer les mêmes comportements, c'est-à-dire les comportements qui vont mettre tout le monde d'accord. Et donc tout ceci encadré par des lois, etc. Des lois, soit des lois donc écrites, ou des lois morales, des lois implicites, des codes culturels, etc. Mais au niveau du domaine privé, chacun donc peut mener sa vie comme il veut, tant qu'il, c'est-à-dire ne piétine pas sur la liberté des autres. Eh bien, la langue fonctionne aussi de la même manière. Au niveau social, nous sommes obligés de partager les mêmes choses. Par exemple, dans un dictionnaire, qui est un outil institutionnel, d'accord, qui est mis au point donc par les instances institutionnelles qui concernent toute la société, d'accord. On va trouver donc un mot, un lexème dans un dictionnaire qui a un sens, mais dans la bouche d'un individu, tout en ayant le même sens, il peut donc connaître d'autres acceptions, d'accord. C'est un peu l'histoire donc des mots d'animaux, donc qui sont conçus pour des animaux au niveau social, mais au niveau individuel peuvent être des outils pour dorloter son prochain. Ainsi, la gazelle n'est plus ce qu'elle est dans le sens social, un animal, etc., quadrupède, etc., mais il peut être dans la bouche d'un individu, c'est-à-dire un mot pour qualifier une personne de belle, par exemple, ou de rapide, d'accord. Et puis aussi, donc, tous ces éléments-là sont relatifs, peuvent changer d'un individu à l'autre. Alors, si la gazelle donc est signe de beauté dans les sociétés donc arabophones en l'occurrence, qui connaissent donc cet animal, qui ont une histoire avec cet animal, c'est sous d'autres cieux, c'est la biche qui a c'est-à-dire qui joue ce rôle-là. Et puis, c'est pas moi, on va dire ma puce, d'accord? On va dire mon petit chat, etc. Est-ce que vous me comprenez? Là, nous passons de la sphère sociale à la sphère individuelle. Allô? Oui, professeur. Alors, là, j'étais un peu au niveau donc du lexique, mais on peut
aller dans les autres composantes donc, de la linguistique. Alors, en optant pour ces dichotomies langue-parole, De Saussure a rendu opérationnel un principe de classification des phénomènes, à l'intérieur du langage, ce qu'il a signifié par un amas confus de choses hétéroclites, sans lien entre elles. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que De Saussure a observé toutes les productions langagières possibles, de toutes les langues possibles, dans toutes les situations possibles. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il a en face de lui? Il a à analyser, un grand défi, c'est analyser cet amas confus de choses hétéroclites sans lien entre elles. Et donc, c'est à lui d'ajouter que dès que nous donnons à la langue la première place parmi les faits de langue, nous introduisons un ordre naturel dans un ensemble qui ne se prête à aucune classification. Autrement dit, je vais redire les choses autrement. Ferdinand de Saussure a rendu opérationnel un principe de classification des phénomènes à l'intérieur du langage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il s'est donné l'observation de toutes les productions langagières, d'accord? Qu'elles soient écrites, qu'elles soient orales, etc. Et donc, il a en face de lui un grand corpus, ce qu'on appelle, nous appelons en arabe matn, un grand corpus, un très grand ensemble de données où il y a des choses hétéroclites. Vous avez de l'oral, de l'écrit, d'accord, des expressions différentes, des productions différentes, etc. Apparemment, il n'y a aucun lien. Mais en optant pour la dichotomie langue-parole, alors là, il a donc De Saussure, et il nous dit que dès que nous donnons à la langue la première place, parmi les faits de langue, nous introduisons un ordre naturel dans un ensemble qui ne se prête à aucune classification. N'oubliez pas que, c'est-à-dire parce que la langue est quelque chose de relativement stable, mais la parole est imprévisible et accidentelle. D'accord? C'est un ensemble donc de, imaginez que vous ayez à décrire les productions langagières de tous les individus d'une société. Sachant qu'au niveau de chaque individu, au niveau de l'individu même, il y a une diversité de productions langagières. Alors c'est vraiment une grande difficulté que de pouvoir, donc, à partir de toutes ces productions, induire quelque chose donc, qui est une logique et quelque chose qui se prête à l'analyse. Et donc, De Saussure a mis au point cette dichotomie, c'est-à-dire la langue et la parole. Parce que la langue, c'est un système et qui est facilement plus abordable que la parole, qui est variable et fluctuante. Alors, d'où le premier apport de Ferdinand de Saussure à la linguistique dite moderne. Voilà ce qu'il nous dit. Le langage est à la fois un fait individuel, d'accord? C'est la parole. Et social, la langue. Voilà ce qu'est le langage humain doublement articulé. C'est-à-dire, il est à la fois un fait individuel, qui est la parole, et social, la langue. L'objet de la linguistique en tant que science est la langue. C'est elle qui a la primauté et non la parole. Voilà ce que nous dit De Saussure. En faisant une description de la langue, il va dire quelque chose de stable, de facilement manipulable, comparativement à la parole, donc qui est très fluctuante, qui est très variable. Est-ce que vous comprenez ceci? Allô? Allô? Oui, professeur. Oui, professeur. Donc, à partir de l'observation donc, de cet ensemble hétéroclite de production langagière, orale, écrite, et qui sont vraiment très difficiles à aborder, De Saussure a une intelligence de dire qu'il y a, au niveau du langage humain, il y a deux niveaux. Il y a un niveau supérieur au niveau de la société, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui est la langue, et qui se prête à cette analyse donc, scientifique et rigoureuse, et la parole, qui est la manifestation individuelle de cette langue, donc, et qui va donner lieu à des variations langagières donc énormes. Et donc, pour De Saussure, bien entendu, il n'est pas masochiste, De Saussure. Donc, il va donner la primauté donc, à la langue parce qu'il va nous dire l'objet de la linguistique en tant que science, c'est la langue. Et il va lui donner la primauté sur la parole.
donc, dans le respect du cheminement dualiste prôné par De Saussure, nous reprendrons donc certains points évoqués plus haut, en les interprétant et critiquant de manière constructive. Alors, d'un côté, nous avons la langue, de l'autre, la parole. Alors, est-ce que vous avez mieux compris maintenant ce tableau? Donc, De Saussure est parti du langage en général, et il est arrivé qu'il a fait des observations, il a vu que dans le langage, il y a un fait social, d'accord, qui a un aspect social, et un autre fait qui a un aspect individuel. D'un côté, il a mis au point un système établi, qui est relativement stable, et de l'autre, un système en évolution. Et puis un code universel, d'accord? Un code universel, nous allons parler dans une prochaine rencontre des universels de langage, un code universel. Et puis là, il y a des codes particuliers, ce sont des idiolectes. Il va parler de quelque chose de virtuel qui est basé donc sur des règles, des théories systématisées, et de l'autre, des faits réels. Et puis, quelque chose d'essentiel et quelque chose d'accidentel. Alors, tout ce que je viens de citer ici, cela renvoie à la langue. Et tout ce que je viens de citer à droite renvoie donc à la parole. Donc, il est parti de l'observation du langage en général, et il a fait donc c'est-à-dire il a induit donc cette dichotomie, la dichotomie langue-parole que j'ai expliqué donc tout à l'heure. Alors là, la langue relève d'un code universel, la parole des codes particuliers des idiolectes. Nous allons discuter donc cette première assertion de Saussure qui va, dans cette dichotomie langue-parole, va donner la primauté à la langue. Alors, cette première opposition pose un problème. Dès lors que la langue, en tant que système de convention sociale, rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure, si nous arrivons à nous entendre, et bien que nous n'ayons jamais vu auparavant, c'est parce que entre nous, il y a des conventions plus ou moins implicites. Donc, en tant que système de convention sociale permettant de communiquer au sein d'un groupe du corps social, ne saurait correspondre à la somme ou à la juxtaposition pure et simple des idiolectes d'une communauté humaine. La langue ne saurait être réduite à la somme des productions langagières individuelles. C'est ce que j'appelle idiolecte 1, idiolecte 2, jusqu'à idiolecte N. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je dis, s'il vous plaît? Allô? Oui, monsieur. Monsieur. Alors, après, la langue a un aspect virtuel et la parole a un aspect réel. C'est l'actualisation. La parole, c'est l'actualisation de la langue par un individu. On va discuter aussi cette assertion, cette dichotomie mettant en face l'ensemble des unités et des combinaisons possibles entre ces unités d'une part et les combinaisons effectives et réellement produites est invalide. Alors, cette dichotomie met face à face l'ensemble des unités et des combinaisons possibles entre les unités d'une part. Je suis au niveau de la langue. Et les combinaisons effectives, ça veut dire quoi là? Qu'est-ce que nous entendons par les unités et les unités et des combinaisons possibles? C'est-à-dire théoriques, possibles sur le plan théorique. Là, on est au niveau de la langue. Parce que quand on parle de règles ou de théorie, donc on est sur le plan théorique. Et nous allons dire, et c'est la langue. La langue a un aspect virtuel. Et là, elle renvoie à un ensemble de combinaisons possibles entre les unités donc de la langue. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons au niveau de la parole? Les combinaisons effectives et réellement produites. Donc, cette dichotomie mettant en face quelque chose de théorique, quelque chose de réel, est invalide, car cela revient à postuler et soutenir l'existence d'un système idéal, fictif, voire utopique, c'est celui de la langue, qui ne peut qu'être distinct et diamétralement opposé, et donc au mécanisme réel effectif d'utilisation du langage dans les situations de production authentique. Donc, on ne pourra jamais mettre en face, comparer quelque chose qui existe simplement au niveau théorique et quelque chose donc de réel. D'accord? Allô?
Oui, professeur. Donc, là aussi, donc, c'est l'un des points c'est-à-dire, par lesquels pêche Féréon de Saussure. Quand il compare la langue à la parole, c'est vraiment, c'est une comparaison qui est parfois tirée par les cheveux, comme on dit. D'accord? Pour les raisons que je viens de dire. Et puis, il va opposer un code universel à l'intérieur d'une communauté linguistique indépendant des utilisateurs et qu'il va comparer en active l'utilisation de ce code par les usagers. D'accord? C'est une vision chimérique dans la mesure où le principe d'universalité peut être applicable à certains universaux de langage, certains concepts, catégories, comme le verbe. On va dire par exemple qu'il y a des universaux de langage, comme par exemple la catégorie du verbe. Quand bien même les langues seraient différentes les unes des autres, quelles que soient ces différences, il y a des catégories que nous allons trouver dans toutes ces langues, qui sont communes à ces langues, comme le verbe, comme le nom. La notion de structure concerne toutes les langues. C'est ce que nous appelons les universaux de langage. Et certains concepts catégories, comme le verbe, le nom, le temps, le mode, etc. D'accord? Voilà, je reprends donc la phrase. C'est une vision chimérique dans la vision où le principe d'universalité pourrait être applicable à certains universaux de langage, comme je viens de dire, et non à l'ensemble des langues du monde, actualisées dans des situations réelles de production à la fois infinies et variées. Là, vraiment, il y a eu vraiment un amalgame entre quelque chose d'universel, c'est-à-dire qui est commune à toutes les langues du monde, mais donc ça peut se comprendre qu'on ait une notion de verbe, de nom, de temps, de mode, etc. Mais faire une comparaison donc, avec l'ensemble des langues du monde actualisées dans une situation réelle, donc cela est impossible. Donc, vouloir soutenir ce genre d'opposition, ne serait-ce que idéalement, complexifierait davantage les situations sociolinguistiques relativement à la diversité des communautés linguistiques de par le monde. Situation qui a pour corollaire l'inhibition de tout processus de communication au sein des communautés humaines. Ceci par la complexification des situations. Donc, là, je vais vous expliquer ça par la suite parce qu'il y a des concepts que vous ne sauriez comprendre à leur juste valeur avant d'assimiler donc cette notion de linguistique. Alors, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est un peu le passage donc des courants donc, dont relèvent les traditions grammaticales normatives, philologiques, historico-comparatistes, et donc à comparer avec la linguistique. Donc, nous avons fait cette comparaison et nous sommes arrivés à la conclusion que, de Saussure, en adoptant une démarche descriptive, donc a pu mettre en relief donc cette dichotomie qui est essentielle et qui concerne toutes les langues du monde. Alors là, langue-parole, c'est vraiment c'est une dichotomie qui concerne toutes les langues du monde, d'accord? Et puis cette dichotomie, donc consistant à comparer la langue et la parole, va nous aider sur le plan théorique, d'accord, pour induire des règles valables pour pouvoir donc analyser donc les faits langagiers. Mais à côté de ceci, si de Saussure donc a le mérite de dégager à partir, excusez-moi l'expression, d'induire à partir de cet amas confus de choses hétéroclites son lien entre elles apparemment, et donc il a donc mis un peu de sens, un peu de logique dans ces faits langagiers, en mettant en relief donc l'objet linguistique qui est la langue, d'accord? Le fait de donner la primauté donc à la langue sur la parole présente donc certains avatars, donc présente donc certaines limites. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, je vous laisse donc ingurgiter donc tout ça. Et puis, nous allons, je ne vais pas conclure aujourd'hui, je vais encore reprendre avec vous ça, je vous laisse relire tout ça à tête reposée, d'accord? Et puis après, nous en reparlerons donc
très bientôt. Quand est-ce que nous avons cours, s'il vous plaît, en présentiel? Allô? 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 Oui, monsieur. Monsieur, Quand est-ce que nous avons le cours en mardi présentiel? prochain, monsieur. Mardi Ce prochain. mardi, ce mardi-là? Oui, Allô? le 4 avril, le 4 mai plutôt. Le 4 mai. Donc, c'est bon. Donc, s'il vous plaît, essayez de venir. Du moins pour ceux qui peuvent venir. Donc, bien entendu, ce que nous venons de voir aujourd'hui, donc sera mis en ligne parce que c'est enregistré. Je vais donc arrêter l'enregistrement avec votre permission. D'accord? Je vais arrêter l'enregistrement. D'accord.